ceux que j'ai déjà vus et bonjour à ceux que j'ai pas vus. Moi, je suis Aude Plessier de la Chambre d'agriculture de l'Indre, conseillère énergie et climat. Sylvain Dezereau de la Chambre d'agriculture du Loiret. Bonjour à toutes et à tous, Mathieu Viennet, je travaille pour l'éco-organisme PVcycle. Donc là, l'objectif de la conférence, c'est de faire le point un peu sur les actualités et enjeux liés à la filière photovoltaïque aujourd'hui, avec les évolutions qu'on lui connaît, les évolutions qui sont prévues, dont on n'a pas forcément les validations, mais on va essayer de parler un peu des dernières actualités dont on a, je pense, entendu tous parler, même s'il y a des choses qui sont encore sous réserve de validation au niveau national. Le but, c'est que ça soit des échanges, donc on va essayer d'aborder beaucoup de choses. N'hésitez pas à nous poser des questions. Il y aura un temps d'échange à la fin, éventuellement, si on n'a pas le temps d'aborder toutes les questions, on sera à l'extérieur et sur le stand de la Chambre d'agriculture si vous avez besoin. Donc, la filière photovoltaïque en région et en France, en gros, au niveau national, pour 2023, on a des objectifs fixés on a des objectifs nationaux de 2023 qui sont aujourd'hui atteints à 47% parce qu'on a 9609 MW crête raccordés, toute puissance confondue, que ce soit des projets de 3 kg, 9 kg, 36 kg ou 100 kW crête. Les kilowatts crête, c'est OK ou pas? Ça va? Bon. L'objectif, c'est d'avoir 20 600 MW crête en 2023, dont 11 600 au sol. On en parlera aussi après. Au niveau de la région centre, on a 352 MW crête de puissance totale. De 36 à 100 kg, en fait. Ça, c'est les projets que nous, on connaît comme étant agricoles. Et en fait, il y a plus de 1000 installations raccordées en région centre qui représentent 90 MW crête installées sur les installations de 36 à 100. En fait, il y a 352 MW crête de puissance totale, et dans ces 352 MW crête, il y en a 90 qui sont dans des surplans de puissance de 36 à 100 kW, soit les projets agricoles. Si on regarde par département, on ne va pas forcément tout détailler. L'important, c'est de regarder les 36 à 100, par exemple, en nombre. Vous voyez que... on ne voit pas très bien. Vous voyez, vous? Non. Bon. En 18, c'est dans l'ordre. Normalement, 18, 28, 36, 37, 41, 45. Donc, dans le 18, il y a du coup 318 installations en 36 et 100 kg. Dans le 28, 111. Dans le 36, 269. Dans le 37, 135. Dans le 41, 174. Et dans le 45, 66. En nombre et en puissance, du coup, ça représente ces puissances-là en mégawatts crête. Et après, quand on regarde les plus grosses, voilà, on est entre 20 et 75 selon les départements. Grosses centrales de plus de 100 kg, c'est-à-dire des bâtiments de plus de 700 m². En fait, des grands bâtiments qui font entre 700 et 2000 m². On est sur des volumes plus importants, donc un nombre moins important, ce qui paraît logique. Chiffre Enedis. Donc nous, sur le Loiret, vous rajoutez la partie SICAP. On a deux... Ah oui. Chiffre Enedis. Pardon, j'ai pas précisé. Là, il y a la SICAP qui n'est pas comptée dedans. Voilà, c'est ça. Merci Sylvain. Au niveau des dispositifs de soutien et des tarifs actuels, aujourd'hui au trimestre dans lequel on est, c'est-à-dire celui qui s'applique jusqu'à la fin du mois de septembre, on est sur ces tarifs-là. Donc en vente totale, on est pour les projets qui nous intéressent, c'est-à-dire les plus répandus en agricole, donc c'est des projets autour de 36 ou au niveau de 100 kg à peu près, on est à 10,23 centimes d'euros du kilowattheure produit pour un 100 kg à peu près, et à 11,74 pour un 35,99 kg. Donc sachant que dans nos secteurs géographiques, on est autour de entre 1100 et 1200 kWh par kilowatt crête installé. Donc après, c'est des calculs à faire. Ça, c'est en vente totale. Et en vente de surplus, on a toujours pour l'instant la prime à l'investissement quand on fait un projet en autoconsommation avec vente de surplus, et un tarif à 6 centimes pour les projets que nous on considère comme agricoles, donc au-dessus de 36. Enfin, à partir de 35,99 jusqu'à 100. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une évolution à la baisse en fait, des tarifs depuis des années, et que ça continue, même si ça se stabilise petit à petit. Et donc là, on va embrayer sur les évolutions justement qui sont envisagées pour l'avenir. Si vous voulez regarder les tarifs en temps réel, trimestre par trimestre, vous allez consulter la page de la Commission de régulation de l'énergie, qui sont actualisées tous les trimestres. Vous me dites si je vais trop vite. On a beaucoup de choses à dire. Au niveau des évolutions, comme vous le savez, enfin je pense que vous le savez, il y a eu une annonce de la part d'Elisabeth Borne pendant le confinement sur le fait que les tarifs étaient gelés
et qu'on rehaussait le seuil d'appel d'offres à 300 kg. Pourquoi c'est important? Parce que jusque-là, quand vous avez un projet inférieur à 100 kg, vous êtes en tarif réglementé, et au-dessus de 100 kg, vous êtes soumis à appel d'offres, c'est-à-dire qu'il y a un dossier à déposer à certaines dates, à l'échelle nationale, qui vous met en concurrence avec toute la France, sur 2 critères. Un tarif que vous demandez pour que le projet soit intéressant économiquement, donc le tarif dont vous avez besoin, en fait, pour que votre projet soit rentable, viable plutôt même, et le bilan carbone de votre projet. Ça, c'était les 2 critères qui faisaient que votre dossier était classé, en fait, par ordre de priorité au niveau de la Commission de régulation de l'énergie. Ce seuil, donc, annonce du printemps, rehaussé à 300 kg. C'est-à-dire qu'entre 100 et 300, on peut donc bénéficier d'un tarif réglementé au même titre que ceux que j'ai présentés juste avant. Finalement, ce qui en sort, en fait, là, aujourd'hui, on sait que c'est en cours de validation, mais ce qui est pressenti, c'est que ce seuil ne serait pas à 300, mais à 500 kg, que ce soit pour les installations en vente totale ou en vente de surplus. Que ça serait éligible également pour les installations sur ombrière, et pas que sur bâtiment. Que le tarif serait inchangé sous 100 kg, donc le tarif que j'ai dit juste avant, à 10,23 potentiellement. Qu'on aurait un tarif au-dessus de 100 à 98 € du mégawattheure, donc 9,8 centimes d'euros du kilowattheure, pour la tranche 100 à 500. Attention, il y a un seuil là, qu'on ne connaissait pas et qu'on n'avait pas, c'était les 1150 kWh par kilowattheure. Si ce seuil est dépassé, on passe à 40 € du mégawattheure. C'est-à-dire que jusqu'à produire cet équivalent par kilowattheure installé, jusqu'à produire 1150 kWh par kilowattheure, vous bénéficiez des 9,80. Si vous produisez plus, c'est payé 4 centimes. Est-ce que ça va? Je vais trop vite. C'est pour tempérer l'effet nord-sud. Voilà. Pour tempérer l'effet nord-sud, anciennement non équitable en fait, au niveau de l'appel d'offres, ils ont établi ce système-là pour pas que, en gros, dans le sud où on produit 1400 par exemple, 1400 kWh par kilowattheure, on gagne beaucoup plus d'argent que dans le nord où on n'en produit que 1050. Chez nous, on est au milieu de toute façon, on est assez peu impacté par ces 4 centimes-là. Donc ça va impacter le photovoltaïque au sol? Ça va, non, là, ça s'adresse que pour bâtiment. Ouais. Et ombrière. Pour la tranche des 100 à 500, donc ce dispositif de surplus se fera dans les mêmes conditions, c'est-à-dire qu'a priori, c'est le même tarif qui s'applique. Et après, il y a autre chose, la partie carbone dont je parlais juste avant pour les appels d'offres, elle sera toujours valable, mais cette fois pour le tarif réglementé. Bon, après, on n'a pas les détails. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on sait. Ce qui est déjà une idée, parce que on a une idée de tarif, donc on peut commencer à faire des business plans, on peut commencer à travailler sur des projets. On peut commencer à comparer si c'est plus intéressant d'avoir un 100 ou 200 à 18 mois d'intervalle, ou 300 à chacun 18 mois d'intervalle, ou un gros projet de 300, par exemple. Tout dépend des besoins des exploitations. Après, il faut essayer de toujours prioriser l'exploitation par rapport à un projet photovoltaïque. Et la date de validation? Une idée? Joker. On n'a aucune idée de dans 6 mois, 1 an. Les régions du Nord, ainsi que le Pays Basque, l'ensoleillement annuel atteint en moyenne de 1500 à 1700 heures. Oui, mais ça, c'est les heures. Donc on est quand même impacté à 4 Non. centimes. C'est des heures. Là, on est en kilowattheure par kilowattheure. En fait, la grosse frayeur qu'on a eue au niveau de la filière, c'est que ce texte n'avait pas été correctement interprété. En fait, ils avaient parlé au début de 1150 heures d'ensoleillement. Donc là, c'était pas la même donne. Là, on est sur 1150 kWh par kilowattheure, ce qui est beaucoup plus... C'est la performance en gros, ça. C'est en gros la performance. Oui, en fait, aujourd'hui, ici, pour estimer la production d'un bâtiment, on est capable de dire qu'un 100 kg, il va produire à peu près 115 000 kWh par an. Un 100 kg à 115 000, c'est 1150 kWh par kilowattheure. Dans nos estimations, c'est ce qu'on fait déjà aujourd'hui. Sauf que si on a des panneaux plus performants, en fait, qui vont produire plus, finalement, ils ne vont pas être payés. Enfin, le photovoltaïque produit, l'énergie et l'électricité produite, ça ne va pas être payé plus cher. Ça ne va pas être payé au même tarif. Après, on est dans une région où c'est limite, c'est-à-dire qu'on ne sera pas très très impacté. Mais par contre, ça va inciter à éventuellement orienter Est-Ouest ou à parfois compenser cette trop forte productivité par une couverture qui peut être orientée différemment, etc. Photovoltaïque. Ils doivent être soit distants de 100 mètres physiquement, soit être à 2 propriétaires différents, soit être séparés par 18 mois d'intervalle.
C'est-à-dire que si vous avez deux projets de bâtiment, parce que vous avez besoin d'un bâtiment de stockage et d'une stabule sur la ferme, par exemple, vous pouvez mettre votre premier projet et en fait il faut attendre 18 mois avant de faire la demande de raccordement du deuxième projet. Parce que sinon vous allez bénéficier d'un seul et unique tarif qui sera un peu moins intéressant que le 10, je sais pas combien, 10 23 tout à l'heure. C'est là que je vous disais tout à l'heure, ça pouvait être intéressant de comparer, soit on en fait un seul gros projet, soit on en fait plusieurs petits qui se suivent. Aujourd'hui avec ces 300 kg, enfin ce seuil de 500 kg même maintenant, ce seuil de 500 kg, la question de l'intérêt d'avoir plusieurs projets d'affilée se pose. Et quand on compare, c'est même plus intéressant d'avoir un seul gros projet que plusieurs petits. À condition, bien sûr, comme je le répète, d'avoir l'utilité du bâtiment. Ça suscite des questions, des remarques ou des compléments. Ça représente combien de surface de couverture? De combien de surface de quoi? La production, là. Alors, ça dépend. Pour un 100 kg, c'est à peu près 650-700 mètres carrés. À peu près. Ah bah ça dépend. La puissance, en fait, vous l'installez dans n'importe quel sens. Après, vous allez produire de manière plus optimale orientée sud. Et après, vous pouvez vous mettre sud-est ou est-ouest, mais c'est la production qui change, c'est pas la puissance que vous installez. Un 100 kg reste un 100 kg. Par contre, l'impact, voilà, ces 1150 sont impactés par l'orientation. Pour répondre à la question qui a été posée, ça fait des... Donc, Audi 100 kg, donc 550, 600 mètres carrés, ouais, 700 mètres carrés avec le bâtiment. Ça fait des grands bâtiments hein, quand même. 500 kW de crête, c'est plus de 2500 mètres carrés de bâtiment, donc c'est pas tout le monde qui a besoin d'un bâtiment de cette surface-là. C'est vraiment destiné aux gros bâtiments, quoi. Donc nous, on sera certainement plus intéressés par ce qui est un peu au-dessus de 100 qu'en dessous de 500. Ça rejoint ce que j'ai dit juste avant, c'est-à-dire qu'on privilégie l'usage du bâtiment plutôt que mettre du photovoltaïque. La première idée, c'est que vous ayez un bâtiment qui répond aux besoins d'exploitation. Vous n'allez pas, par plaisir, faire une stabule de 80 places quand vous avez besoin de 40, ou de faire un bâtiment de 2000 m² alors que vous en avez besoin de 500. Voilà. Faut trouver la cohérence et il faut juste avoir en tête que ce modèle économique, enfin, ces modifications des tarifs agissent en faveur de la filière. Il faut juste avoir ça en tête, ça vous ouvre plus de portes, c'est-à-dire que si vous avez besoin d'un bâtiment un peu plus grand, bah aujourd'hui on ne se cantonne pas à 700 m² ou 600 ou je sais pas combien, mais on peut dire bah, on va faire un 150 kg et ça vaut le coup quand même en fait. Voilà. Avant on était un peu coincé parce que ces histoires d'appel d'offres faisaient qu'on n'avait pas de chance ou très peu de chance d'être retenu ici. Et alors dans le Nord, n'en parlons pas. Il y a une économie d'échelle avec des seuils, quand on fait un 100, 200, 300 kg, 400, pour mieux passer du 100 à 200 ou 200 à 250, 200 à 150, pour une économie d'échelle. Il y a une économie d'échelle déjà en étant à 100 par rapport à 36, etc. Forcément, plus vous augmentez, plus vous avez un coût bas. Enfin, en fait, vous avez une économie d'échelle, plus vous augmentez. Donc c'est pour ça que c'est plus intéressant d'investir dans un 300, que ça soit au niveau du matos ou au niveau du raccordement, que dans 300 consécutifs. Après, c'est au cas par cas. Là, aujourd'hui, c'est trop tôt. Enfin, je dirais que c'est trop tôt pour le dire, parce que c'est assez récent. Après, il y a le seuil de 250 kVA qu'il faut avoir en tête, parce que le transfo qui va être à 250 et le transfo qui va être à 400, ça va pas être le même combat en termes de raccordement. Mais sinon, pour l'instant, moi, je ne suis pas capable de vous dire si économiquement, il y a un seuil en termes d'investissement. Oui. Une limite de surface eh ben, tout dépend de du besoin que vous avez en termes de bâtiment. Et après, on couvre soit tout, soit une partie en fonction de ce que vous voulez aussi et de votre capacité d'investissement et de l'avantage d'avoir ce seuil qui est rehaussé en fait. Parce qu'avant, vous auriez dit, bah, j'ai besoin de n'importe quoi, j'ai besoin de 1500 m², mais par contre, l'appel d'offres, j'aurais pas mes chances. Du coup, vous faisiez qu'un 100 kg, puis 18 mois plus tard, un autre 100 kg. Alors que là, si vous avez besoin de 1500, vous pouvez faire d'un coup un seul projet. C'est tout. On s'adapte à la surface. Au niveau raccordement, alors, ils acceptent. Après, ça sous-entend des travaux sur le réseau, et c'est à vous de les payer. Ouais. En fait, à partir du moment, enfin, dans le contrat de raccordement, c'est pas prévu là, mais dans le contrat de dans votre projet, il y a une demande de raccordement qui va être faite pour bloquer votre tarif d'achat. Et lors de cette demande de raccordement, vous avez une idée de où se trouve le projet, de sa puissance. Il faut que vous ayez déjà le permis de construire validé, etc. Et de là, 3 mois après, vous recevez un document qui vous dit ça va vous coûter tant.
Et ben, ce document, il comprend le transfo, le compteur, les travaux pour aller du compteur, donc qui est en limite de votre propriété, jusqu'au transfo, mais aussi tout ce qui impacte le réseau alentour. Parce que votre projet n'était pas fait pour... le réseau n'était pas fait pour accepter ce projet. Donc quand il y a des travaux et que les projets il y a déjà eu des projets dans le secteur, que le réseau a été renforcé, etc., il y a des chances que ça aille. Quand c'est un bout de ligne et qu'il n'y a jamais eu quoi que ce soit autour et que ça va être à la charge du premier, quoi. Après, s'il y a plusieurs projets voisins, on peut faire des demandes mutualisées. En même temps, quoi. Comme ça, il prévoit. On peut se connecter sur les transports privés ou pas? Non. Ils sont puissants, sur les 600 kg. On peut pas. Aujourd'hui, si vous avez un transfo privé chez vous, ils ne se raccorderont pas dessus. Oui. J'ai pas les chiffres. C'est très variable. Là, les seuls qui sont capables de répondre à ça, c'est Enedis. Et il faut faire une demande anticipée de raccordement ou une demande de raccordement pour avoir les vrais coûts. Parce qu'en fait, il y a à la fois les coûts de casser une route et passer les câbles, etc. Mais il y a tout le reste, c'est ce que je vous ai dit. Donc, quand on a un coût de raccordement, on ne sait pas ce qu'il y a. Enfin, on ne sait pas tout le détail de ce qu'il y a dedans, quoi. Les seuls à répondre, c'est eux. Et puis après, les installateurs ont des estimations, ils peuvent vous donner une fourchette. Moi, je ne suis pas installateur. Je ne vais pas vous dire pour l'instant. D'autres questions? Une puissance de 500 kg, c'est un transport public ou privé? Moi, je dirais public, parce que dans tous les cas, ils disent qu'ils ne se raccordent pas sur du privé. Après, sauf si on me contredit, je pourrais à la rigueur me renseigner auprès d'Enedis. Vous pourrez venir me voir à la fin, je noterai vos coordonnées. On continue. Donc les démarches. On a un peu débordé, mais c'est pas grave. Globalement, quand vous avez une idée de projet, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller consulter des prestataires. Il faut essayer de voir. Enfin, il faut d'abord voir ce que c'est votre projet. Après, il faut aller consulter des prestataires, tout en faisant les démarches bâtiment. Si c'est un bâtiment neuf, il faut mener tout de front, parce qu'en fait, vous avez un besoin de bâtiment. Vous avez un besoin de quelque chose qui vous correspond. Et après, l'idée, c'est qu'avec ça, avec les plans ou avec ce que vous avez comme idée de bâtiment, vous allez voir les prestataires. Derrière, vous faites votre permis de construire ou votre déclaration en mairie. Et une fois que vous avez ça, une fois que vous avez une idée du projet et votre arrêté de permis de construire ou votre déclaration, votre certificat de non-opposition, vous pouvez faire votre demande de raccordement. C'est cette demande de raccordement complète qui bloque votre tarif. Le tarif d'achat qui est bloqué, qui est donc fixé sur 20 ans, indexé sur l'inflation. Si vous ne bloquez pas votre tarif, tous les trimestres, comme on a vu tout à l'heure, ça baisse. Ou ça se stabilise, mais voilà, là, on a un espoir que ça ne bouge pas, étant donné les annonces qu'il y a eu au printemps. Mais voilà, on sait qu'il est susceptible d'évoluer. Ensuite, donc, au moment où vous faites... Oui, je vous ai pas dit, au moment où vous faites votre demande de raccordement, vous avez aussi une caution à payer. Une caution de réalisation qui vous restitue si vous faites le projet, elle est restituée. Si vous ne le faites pas parce que votre coût de raccordement excède, par exemple pour un 100 kg, 40 000 €, elle vous est restituée. Il y a un seuil en fait à partir duquel il vous rembourse parce que c'est justifié que vous ne fassiez pas le projet. Ensuite, donc 3 mois après avoir fait votre demande de raccordement, comme je l'ai dit juste avant, vous avez votre devis, vous le validez, rebelote, vous avez 3 mois en fait pour le valider, mais c'est vous qui choisissez d'aller vite, donc voilà, vous le rendez le plus vite possible. Et après, il y a tous les travaux de raccordement et les démarches bâtiment plus photovoltaïque, donc le chantier. Et après, il y a passage du consuel pour la conformité électrique, et il n'y aura pas de mise en service s'il n'y a pas de passage de vérification de la conformité électrique. Et 6 mois ou 1 an, selon la puissance que vous installez après, vous avez la première facturation. À EDF, obligation d'achat. C'est vous qui facturez, en tant que producteur, à EDF, qui vous rachète l'énergie. Et on vous rembourse la caution à ce moment-là, si jamais vous avez mené votre projet à terme. Voilà. Donc ça, je l'ai pas encore mentionné. On est resté sur des prix, des volumes en fait, d'installation qu'on connaissait. Donc un 100 kg, on est entre 65 000 et 90 000 € hors taxe. Un 36, on est entre 32 et 40 000. Et un 3 à 9, ça va de 5 à 20 000. Donc c'est beaucoup plus compliqué à estimer. En termes de raccordement, on a des coûts qui sont très variables, entre 7 et 30 000, sachant que, comme je vous l'ai dit, on n'est pas à l'abri que vous soyez en bout de ligne et que le réseau soit complètement à refaire dans le secteur, quoi. Donc ça peut vite atteindre 50 000, voilà. Sachant qu'il y a une prise en charge de 40% par l'État
comme c'est le cas pour la méthanisation également. Il y a 40% de prise en charge. Donc quand je dis 7 à 30 000, c'est pour vous, sachant qu'il y a déjà cette prise en charge. Et pour les 36, c'est 2500 à 5000, sauf les lignes vétustes où ça peut aussi atteindre des coûts comme les 100 kg. En fait, des fois, on a des 36 qui sont à 30 000 € de raccordement. Non. Du coup, non, c'est pas possible, quoi. Voilà. Et après, ça s'explique par le réseau, en fait. Le réseau n'est pas forcément adapté. Parce qu'un 36, normalement, il n'y a pas besoin d'avoir... Enfin, le plus souvent, il n'y a pas besoin d'avoir un transfo au pied. Mais s'il est très très long et si la ligne est vétuste, il faudra quand même en mettre un, finalement. C'est très variable. Et en termes de charge, donc ça, c'est les coûts d'investissement à l'achat de votre centrale, quoi. Et après, vous avez les charges, donc maintenance, assurance, TURP. TURP, c'est la location compteur, ça s'appelle. C'est le tarif d'utilisation du réseau public d'électricité. C'est quelque chose que vous devez payer parce que vous êtes producteur d'électricité. Pour un 100 kg, ça avoisine les 650 à 700 € par an. Pour un 100 kg, l'assurance, on est entre 500 et 1000, et la maintenance, pareil, entre 500 et 1000 aussi. Et après, vous avez à prévoir l'abonnement Internet, parce qu'il va y avoir un suivi à distance, les frais de gestion d'une société si vous avez créé une société à côté, provisionnement des onduleurs, on prévoit quand même de remplacer du matériel, donc il faut prévoir un petit trésor de guerre, et après des taxes et impositions forfaitaires en fonction de à quelle puissance vous vous trouvez, forcément. Voilà. Dans maintenance, il y a quoi ? Là, c'est de la maintenance préventive, donc ça peut être une visite tous les 2 ans ou une visite annuelle. Les assureurs préconisent souvent une visite annuelle. Et en fait, ce qui se passe, ils viennent sur site, ils vérifient toutes les visseries, ils font de la thermographie, ils vérifient qu'il n'y a pas de point de chauffe. En fait, il y a une vérification à la fois des onduleurs, des câblages, et des visseries, des panneaux et des fixations. Il n'y a pas de nettoyage. Le nettoyage est à prévoir. Et là, je ne le mets pas dans les charges annuelles parce que ce n'est pas tous les ans. C'est plutôt tous les 4-5 ans. Après, à voir en fonction de chacun. Si c'est un truc qui est très salissant parce que vous avez la pailleuse pas loin ou parce qu'il y a un champ de colza très souvent à côté et que c'est gras et que ça part pas à la première pluie, quand il y a de la pluie, là on fait un peu plus souvent. Ça va. De ce que j'en ai vu, moi ça va, mais après il y a une garantie du matériel, donc après ça dépend à quoi est due la casse. Et vous avez... non, franchement, c'est pas souvent. Hein. Même quand il grêle, sauf s'il y a un gros truc qui tombe en plein milieu d'un panneau. Je sais pas, t'en as vu beaucoup, toi ? Ouais, oui. Non, mais assez rarement. Ouais. Et vous avez une assurance brise-glace, vous avez une assurance incendie, vous avez une assurance... Il y a une perte d'exploitation aussi. Ça, c'est pareil, les assureurs. Vous voyez avec eux à partir de quand se déclenche la perte d'exploitation, etc. Ça, c'est comme pour toute production. Dans tous les cas, quand vous mettez un bâtiment sans photovoltaïque dessus, vous payez, à la fin, voilà. Et quand vous mettez du photovoltaïque dessus, vous payez, et à un moment, ça remonte, ça se rééquilibre. Il ne faut pas regarder les chiffres, il faut regarder juste la courbe. Parce que au fil du temps, ça a un peu évolué la courbe, mais l'idée, c'est celle-là. C'est-à-dire que votre photovoltaïque va contribuer à payer un bâtiment. Voilà. Alors que si vous ne mettez pas de photovoltaïque, c'est ce qui est en dessous qui paye le bâtiment. En soi, c'est bien si ça le paye, mais ça veut dire que ça vous coûte plus que si vous mettiez du photovoltaïque dessus. Bon, après, là, je vous ai remis, je ne vais pas forcément m'étendre dessus, quelques notions sur le raccordement qu'avait rassemblé mon collègue Com. Pour vous répondre, du coup, tout à l'heure, moi, les seules infos que j'ai, donc il y a des mètres linéaires, mais le problème, c'est que c'est très vague, c'est des fourchettes, donc je ne me suis pas prononcée tout à l'heure, mais pour que vous ayez une idée, il y a un forfait au mètre linéaire à 3500, enfin il y a un forfait à 3520 et après au mètre linéaire basse tension, c'est 20 € du mètre. Voilà. Mais ça reste, je prends ça avec des pincettes parce que c'est des coûts qui ont été estimés suite à pas mal de devis qu'on a vu passer, mais ça ne sera jamais aussi exhaustif que Enedis parce que c'est les seuls à savoir. Voilà. Et après, la question d'investir seul ou à plusieurs, je l'ai déjà dit à la conférence des financements tout à l'heure, mais quand vous avez la capacité d'investir seul et que vous voulez avancer vite, allez-y. Quand vous n'avez pas forcément une forte capacité d'emprunt, mais que vous voulez quand même un bâtiment photovoltaïque, ou que vous êtes un peu loin du transfo, vous pouvez penser au collectif. C'est-à-dire que créer une société... Une SAS à plusieurs agriculteurs, ça vous ouvre la porte au photovoltaïque. C'est-à-dire que ça vous permet d'avoir un bâtiment sans avoir à votre charge au niveau de l'exploitation 200 000 € d'investissement, par exemple, pour un 100 kg. Ça fait que vous allez apporter entre 15 et 30% du projet au lieu d'apporter la totalité derrière. Voilà.
Je ne vais pas forcément m'étendre dessus parce qu'on a le temps qui court et il y a des choses à voir après. Ceux qui veulent pourront venir m'en parler. Merci. Donc, moi, je vous propose d'aborder 2 points d'actualité. Un sur l'autoconsommation et puis ensuite sur le solaire PV au sol. Donc, on quittera l'aspect toiture pour passer sur les parcelles agricoles ou hors agricoles. Puis après, je passerai la parole à M. Vianney de la société PV Cycle. Donc, la question de l'autoconsommation, elle devient de plus en plus d'actualité, puisque le prix des installations baissant et le prix de l'électricité que vous achetez sur le réseau augmentant, forcément, la question de la rentabilité et la question de se dire est-ce que j'ai pas intérêt à produire ma propre électricité se pose. Donc, la question qu'on a souvent, c'est est-ce que je dois faire de l'autoconsommation ou est-ce que je dois faire de la revente totale de la revente totale, pardon. Alors, cette question-là, c'est 2 projets différents, en fait, autoconsommation ou revente, des projets différents qui ne s'opposent pas forcément, d'ailleurs, qui peuvent être complémentaires. Dans une logique de revente totale, on est plutôt dans une logique de production maximum d'électricité. On va viser la rentabilité de l'investissement, donc on cherche à produire un max d'électricité. Et donc ça passe souvent par le fait de mettre, ce qu'on disait tout à l'heure, les panneaux le plus au sud possible et inclinés à 30 degrés quand on est sur des granges classiques, un peu moins plat un peu moins pentu quand on est sur des hangars. Mais voilà, quand on est dans une logique d'autoconsommation, on peut raisonner complètement différemment, voire aller sur des orientations est-ouest, par exemple, si on a besoin d'électricité le matin et besoin d'électricité le soir. Donc l'objectif de l'autoconsommation, ça va être de réduire le montant de la facture. On n'est plus dans une logique de production maxi, pour le coup. On va être dans une logique de dire, il faut que je produise la consommation il faut que je produise l'électricité qui est adaptée à ma consommation d'électricité. Et il ne faut pas que j'en produise beaucoup plus, parce que vous allez voir qu'en termes d'autoconsommation, c'est ce que j'ai résumé là, il y a différentes façons d'autoconsommer l'électricité. La première solution, c'est l'autoconsommation totale d'électricité. Donc l'autoconsommation totale d'électricité, c'est vous autoconsommer ce que vous pouvez. Alors le terme total est un peu trompeur, mais vous autoconsommez ce que vous pouvez. Tout ce qui n'est pas autoconsommé est perdu. D'accord ? Alors soit c'est injecté gratuitement sur le réseau, ce qui peut être le cas des petites installations de 3 kg chez les particuliers, par exemple, soit ce sont les onduleurs qui sont bridés et qui n'injectent plus sur le réseau. Mais retenez l'idée que tout ce que vous ne consommez pas, c'est des kilowattheures qui ne sont pas valorisés financièrement. D'accord ? Donc ça, c'est le cas de figure de l'autoconsommation totale, qui va représenter, je serais tenté de dire, la plupart des cas. Ensuite, en autoconsommation avec revente de surplus, c'est un deuxième cas de figure. Donc là, c'est un contrat que vous passez avec l'État, du même type que le contrat que vous passez dans le cadre de la revente totale, contrat sur 20 ans. Et l'idée, là, c'est de dire, j'autoconsomme ce que j'ai besoin, et ce que je n'ai pas besoin, je le réinjecte sur le réseau, moyennant rémunération de l'État. D'accord ? Donc là, les kilowattheures qui ne sont pas autoconsommés sont valorisés. D'accord ? Donc c'est une solution qui, sur le principe, peut paraître séduisante, mais qui a du mal un peu à trouver sa place, parce que sur des installations de type agricole, on va avoir un tarif de rachat de cette électricité qui est à 6 centimes du kilowattheure, et donc qui n'est pas forcément très très valorisante. C'est-à-dire que vous êtes, on va en parler un petit peu après, en dessous du prix de revient de votre kilowattheure photovoltaïque. Alors ceci dit, c'est mieux que de le perdre, mais voilà. Donc c'est une solution qui est intéressante, mais qui a du mal à trouver sa place. Ensuite, on a l'autoconsommation avec stockage batterie. Donc là, on tend sur le principe vers une autonomie totale en termes de consommation d'électricité, mais en agricole, on n'y est pas. Ça, c'est le principe stockage batterie quand il n'y a pas de réseau, par exemple, où les gens mettaient des batteries pour avoir de l'électricité. En agricole, la batterie va permettre de consommer une partie de l'électricité qui est produite que vous ne pouvez pas consommer à l'instant même où elle est produite. Les solutions sur batterie sont en train d'évoluer. La grosse particularité du stockage sur batterie, c'est qu'on n'est pas sur des batteries à inertie aujourd'hui. On est sur des batteries où
vous consommez dans la foulée ce que vous avez stocké. C'est-à-dire, vous produisez le jour, vous stockez, vous le consommez la nuit. D'accord ? On n'est pas sur un principe de batterie où vous allez produire l'été, ce qui se passe dans le photovoltaïque, et consommer l'hiver. D'accord ? Ça, ce sont d'autres types de batteries qui sont, enfin, je pense plus au titre expérimental que... Voilà. Actuellement, les batteries qu'on utilise dans le cadre du stockage batterie photovoltaïque, c'est les batteries lithium-ion que vous avez sur le même principe que ce que vous avez sur votre téléphone portable. D'accord ? Donc, c'est des batteries qui n'ont pas d'inertie. La problématique du stockage batterie, alors il y a des gens qui disent que le prix des batteries ne va pas forcément évoluer tant que ça à la baisse. Je ne sais pas si c'est vrai, parce que c'est un marché qui est très tendu avec le marché de l'automobile, etc., etc. Donc on ne va pas forcément avoir, comme on le voit sur les installations solaires, un prix qui va baisser de façon conséquente. Actuellement, en gros, le stockage batterie vous double le prix de l'installation, vous double le prix de revient de votre kilowattheure photovoltaïque. Donc, quelque part, pour l'instant, ce n'est pas forcément très avantageux. Et puis, dernier cas de figure, l'autoconsommation avec stockage virtuel. Le stockage virtuel, c'est un concept un peu particulier. Vous injectez les kilowattheures que vous n'autoconsommez pas sur le réseau en passant un contrat avec un prestataire. Ces kilowattheures sont virtuellement stockés sur le réseau. Ça veut dire qu'on vous les restitue quand vous avez besoin. D'accord ? Donc c'est un cas de figure assez particulier. Je ne pense pas qu'il soit très développé pour l'instant. Attention, quand on vous restitue les kilowattheures, on vous les retaxe en termes d'acheminement de réseau et de taxes. Donc ça, il faut le compter sur le prix de revient du kilowattheure. D'accord ? Donc c'est une situation un peu particulière, mais qui existe. L'autoconsommation, elle se destine à qui ? On pourrait dire à la base aux gros consommateurs d'électricité. Hein, donc on a mis les éleveurs essentiellement, porcins, volailles, laitiers, les méthaniseurs, consommation pas forcément, enfin très importante, si, il commence à y avoir des factures d'électricité importantes sur la méta. La particularité de la méta, c'est que c'est une consommation qui est assez stable. Ce n'est pas des pics de consommation, c'est une consommation qui est assez stable, donc qui peut être intéressante par rapport à ça en termes de rentabilité. Au-delà de la quantité d'électricité que vous autoconsommez, forcément, plus vous autoconsommez, plus vous allez réduire votre facture d'électricité. C'est surtout l'adaptation de votre production d'électricité photovoltaïque avec votre consommation. Pour que l'autoconsommation soit quelque chose d'intéressant, il faut valoriser le plus possible l'électricité photovoltaïque que vous produisez. Il faut en gâcher le moins possible. Hein. Et ça passe par... par le fait de dimensionner l'installation correctement. Hein. Et donc ça se traduit en fait par un calcul de deux critères, le critère d'autoconsommation et le critère d'autoproduction. Enfin, le taux d'autoproduction et le taux d'autoconsommation, excusez-moi. Et donc l'idée, c'est de bien connaître en fait ce que vous consommez comme électricité et quand vous la consommez. Donc le solaire photovoltaïque, ça produit plus l'été que l'hiver, ça produit le jour et pas la nuit. Donc il faut que vous sachiez quand vous avez besoin d'électricité. Ça passera peut-être par le fait de modifier vos habitudes de consommation, c'est-à-dire ce que vous consommiez à une époque la nuit, de le rebasculer sur le jour. Donc ça, c'est des choses qu'il faut faire, hein, parce que vous allez valoriser les kilowattheures photovoltaïques que vous produisez. Mais à un moment donné, il faut bien connaître votre profil de consommateur. Et pour connaître votre profil de consommateur, il faut enregistrer vos consommations. Donc les compteurs que vous avez chez vous peuvent le faire toutes les 10 minutes, toutes les 30 minutes, selon le compteur que vous avez, voire faire poser des compteurs pour mesurer cette consommation d'électricité. Et là, c'est pas, vous ne dimensionnez pas une installation d'autoconsommation en prenant vos factures EDF et en divisant par 12. Hein. Ça ne marche pas. Il faut ramener ça à l'heure. D'accord ? Donc à l'heure, une année, 365 jours, 24 heures, 8600 lignes d'informations. D'accord ? Donc ça, vous pouvez faire ça sur un tableur Excel. Nous, c'est ce qu'on fait, mais ça commence à faire des lignes. Hein. D'accord ? Alors, voilà. D'accord ? Donc c'est des études qui sont quand même assez poussées. Et votre profil de consommateur, il va être superposé en fait avec la courbe de production de la centrale sur toute l'année, pour estimer en fait ce que vous pouvez autoconsommer et ce qui est perdu. D'accord ? Et c'est comme ça qu'on détermine la rentabilité de l'installation. Perdu ou vendu, selon le contrat que vous passez. Ouais. Alors, on a essayé de vous représenter un petit peu
Le prix de revient du kilowattheure, pour vous donner un ordre d'idée, parce que ce qui est important de savoir, c'est aussi combien vous achetez le kilowattheure d'électricité actuellement, hein, celui que vous achetez sur le réseau. On a fait cette petite comparaison sur 5 cas de figure différents, des installations sur bâtiment. Je vous ai expliqué pourquoi j'en ai mis 2 différentes. Une installation au sol, une installation sur tracker. J'ai remis le stockage batterie sur le principe, mais retenez que c'est pour l'instant un intérêt très limité vu le coût. Et puis on a mis 3 cas de figure. Je valorise 100% de l'électricité produite. J'autoconsomme 100%, j'autoconsomme que 80%, j'autoconsomme que 50%. Et donc, j'ai calculé le prix de revient du kilowattheure photovoltaïque, sachant que les kilowattheures non autoconsommés se répercutent sur le prix des kilowattheures autoconsommés. Hein. Donc voilà, 2 solutions sur bâtiment. Pourquoi? Parce qu'en autoconsommation, on est sur des petites puissances. On n'est pas sur des grosses puissances. Vous avez un bâtiment 100 kW, il faut déjà avoir une grosse source de consommation pour consommer les 110 000 kWh qui vont sortir de la centrale. Donc on est plutôt sur des petites installations. Souvent, ce qu'on trouve, c'est des valeurs de genre de 20 kW. Prix de revient du kilowattheure varie en fonction de ce que vous autoconsommez. Si je valorise tous les kilowattheures sortis, je suis à 0,11. Et ça, vous allez le comparer à votre prix d'achat de kilowattheure. C'est pareil, hein, sur le prix d'achat du kilowattheure réseau, faites bien attention entre heure pleine, heure creuse, heure d'été, heure d'hiver. Il va falloir faire des moyennes aussi dans tout ça. Hein. Si je valorise que 50%, je suis à 0,22. Le même montage sur bâtiment, mais avec une petite nuance. J'ai fait un bâtiment avec une centrale 100 kg, j'ai rajouté 20 kg d'autoconsommation dessus. Vous profitez en fait de l'économie d'échelle sur le prix de revient de votre centrale. Parce qu'une centrale 20 kg coûte toujours plus cher qu'une centrale 100 kg. Hein. Une centrale 20 kg, vous êtes à plus d'1 euro par watt investi. Sur une centrale 100 kg, vous êtes à moins de 0,7 aujourd'hui. Hein, c'est ce que vous disiez entre 0,6 et 0,9. D'accord ? Alors, la petite subtilité, là, ça peut être de dire, je fais un 100 kg, mais compte tenu de la place que j'ai disponible, si c'est le cas, hein, je rajoute quelques panneaux à côté pour faire d'autoconsommation. On vous montre tout en même temps. D'accord ? Mais il y en a une partie qui est consacrée à la revente totale, une partie qui est consacrée à l'autoconsommation. Et au moins, vous avez un prix de revient du kilowattheure qui est plus faible. Vous voyez, un kilowattheure produit sur un 120 kg, aujourd'hui, c'est 0,7. Donc là, ça commence à devenir intéressant. Hein, par rapport au prix d'achat de votre kilowattheure, vous voyez, j'ai mis nos calculs entre 0,9 et 0,14 avec les charges. Les installations au sol, petite installation au sol, autoconsommation, on navigue entre... le même prix que sur bâtiment comme ça, là, parce qu'en gros, au sol, on a à peu près le même niveau d'investissement que sur bâtiment. Donc ça ne fait pas changer le prix de revient. Et puis, dernier cas de figure, ces fameux trackers, vous savez, ces mâts orientables qui vont suivre la courbe du soleil. Alors j'ai fait une nuance, là, en fait, de 20 à 40%, c'est selon ce que vous surproduisez, parce que le fait de suivre le soleil permet d'avoir une surproduction d'électricité par rapport au standard qu'on a vu tout à l'heure de 1150. Mais ça, le 20 à 40, ça dépend de ce qu'a annoncé. Il y en a qui vont dire que c'est plutôt 20. Ouais. D'accord. Donc, compte tenu du surcoût du tracker, parce qu'un tracker, c'est un investissement supplémentaire. Hein, il y a un mât, il y a du génie civil au pied. On est à peu près à 50 000 € pour 20 kW. D'accord. Donc on a un prix de revient qui est plus élevé, donc qui varie en fonction de si je prends 20% en plus ou 40% en plus, je navigue de 0,9 à 0,13 quand je valorise les 100%. C'est plus de 2,5 fois plus cher. D'accord. Donc voilà, pour vous donner un ordre d'idée sur l'autoconsommation et l'intérêt que ça peut avoir sur une exploitation agricole, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui va être amené à se développer. Donc si je résume un petit peu ce que je vous ai dit, première chose, c'est bien maîtriser vos consommations, quel est votre profil de consommateur. 2, connaître votre prix d'achat d'électricité. Alors vous allez me dire, ouais, même le prix de demain, je ne sais pas, essayez de connaître au moins le prix d'aujourd'hui, précisément. Et puis 3, essayez de saisir des opportunités. Si vous pouvez à un moment donné associer une centrale en revente totale avec une centrale en autoconsommation, pourquoi pas, vous pouvez le faire. D'accord ? Le stockage virtuel ? Alors moi, je n'ai pas de valeur sur le stockage virtuel.
parce que ça commence à se développer, ouais. Et donc, moi, j'ai pas de prix de référence. Faut a priori être vigilant sur les contrats qu'on vous propose, quand même. Ouais, ouais. Donc, de savoir, quand ils vous déstockent l'électricité, combien ils vous la revendent, quoi. Et les conditions dans lesquelles ils vous les revendent, quoi. Mais moi, j'ai pas de valeur en tête à vous proposer à ce niveau-là. Ouais. Ben, il se trouve taxé quand il revient chez vous. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que, admettons que vous ayez une centrale sur toiture, 0,11, ça c'est votre prix de revient du kilowattheure sorti de votre centrale, que vous renvoyez sur le réseau, puisque vous ne le consommez pas. Quand il va revenir, il va être taxé. Ouais. Et comme on sait que les taxes représentent une bonne partie du prix d'achat, puisque là, hein, en gros, on est sur des valeurs d'achat de kilowattheure à 0,4, en gros, 4 centimes d'euros du kilowattheure, le reste c'est des taxes. Hein. Et c'est pareil, hein, quand vous calculez votre prix d'achat du kilowattheure sur le réseau, faites attention, il y a des charges fixes, type abonnement, il y a des taxes qui sont proportionnelles au kilowattheure, donc celles-là vous les économiserez, mais les charges fixes type abonnement ou certaines taxes qui sont forfaitaires, celles-là vous les aurez malgré tout, hein, parce que vous êtes abonné au réseau, quoi. C'est bon pour la partie autoconsommation ? Alors, est-ce que le surplus peut être vendu dans le cas d'un tracker ? À la base, on est sur la plupart des trackers sont sur de l'autoconsommation, ce que j'ai appelé tout à l'heure de l'autoconsommation totale. Donc, il n'y a pas de contrat d'achat. La plupart des cas, sauf... On sait qu'en ce moment, il y a une négociation. Il y a plusieurs vendeurs de trackers qui se sont rapprochés de gestionnaires de réseaux locaux, notamment dans la Vienne, et que justement, il y aurait un rachat possible de l'électricité qui est produite et qui est de surplus. Alors après, c'est très variable. Il y a des négociations qui sont en cours et je ne peux pas vous donner de chiffres aujourd'hui. Mais ça commence à se faire. Donc, apparemment, c'est pas le cas, sauf si on a cette entreprise de réseau local dans la Vienne. Voilà. Mais c'est le début, hein. On est vraiment au tout début de ça. Et jusque-là, c'était pas possible du tout. Donc retenez que les trackers, si je ne me trompe pas, les trackers qui sont en service actuellement sont en autoconsommation totale. Je fais rapidement sur le solaire au sol pour donner la parole à M. Vianney. Donc, un mot quand même sur le solaire PV au sol, c'est de l'actualité aussi, parce que vous avez vu tout à l'heure les ambitions affichées par l'État en termes de progression du solaire photovoltaïque. Il y a un gros pas à faire là d'ici 2023-2028. Donc, ce n'est pas en faisant des petites installations de 3 kg chez les particuliers qu'on va y arriver, hein. Donc, c'est pour ça qu'ils qu'ils ont débloqué le tarif là, pour les grands bâtiments. Et le solaire au sol, c'est quelque chose qui est aussi visé en termes de développement pour atteindre plus vite les objectifs. D'accord ? Alors, au jour d'aujourd'hui, les projets sont privilégiés sur les terrains dégradés, les sites pollués, donc les zones industrielles qui ne sont pas valorisées, les anciens terrains militaires, etc. etc. Donc il y a une liste, il y a des surfaces qui ont été estimées de ce type de terrain-là, qui ont été aujourd'hui largement prospectées par les développeurs photovoltaïques. Aujourd'hui, ces gens-là ont tendance à revenir, à se déplacer leur prospection sur les parcelles agricoles. Là, je vous parle de solaire photovoltaïque au sol. J'aurais dû le dire un peu au départ, mais je ne suis plus dans l'autoconsommation, hein. Là, je vous parle des champs solaires, des fermes solaires, où l'objectif, c'est de la production maximum, hein, qu'on soit bien d'accord par rapport à ça. Donc aujourd'hui, les développeurs photovoltaïques, parce que ce sont des sociétés spécialisées qui génèrent des projets dans ce domaine-là, se tournent vers les parcelles agricoles. Donc on a de plus en plus d'agriculteurs qui sont démarchés sur ce point-là. Et l'idée d'implantation, ou la façon dont se passe une implantation de champs solaires sur une parcelle, passe par la mise à disposition de la parcelle,
C'est-à-dire, vous, agriculteurs, ce n'est pas vous qui allez investir. C'est le même principe que les éoliennes. La société va vous demander de mettre à disposition une parcelle pour implanter un champ solaire. Oui, c'est valable aussi. Ouais. Mais bon, c'est vrai que ça limite. Un champ solaire sur 5 hectares, c'est... j'ai vu qu'il y avait des installateurs dans l'assistance, ça c'est 5 millions d'euros, quoi, en gros. Donc c'est plus la même dimension de projet, quoi. Hein. Et puis c'est 4-5 ans de démarche, donc voilà, c'est pas le même type de contraintes. Aujourd'hui, ces sociétés-là se tournent vers le milieu agricole, et donc vous êtes démarché par rapport à ça. Alors, c'est un peu compliqué hein, quand même. Hein. Au jour d'aujourd'hui, implanter un champ solaire sur une parcelle agricole, je vous ai remis là des cas de figure qui sont variables selon les départements, c'est pas toujours possible. D'accord ? L'idée de la ferme solaire, où l'objectif est la production maxi, retenez l'idée qu'on est dans la plupart des cas sur des panneaux implantés horizontalement. D'accord ? C'est des surfaces minimum de 3 à 5 hectares. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Donc on implante soit des panneaux horizontalement comme ça, soit des panneaux aujourd'hui maintenant verticalement. Et les fermes solaires, production pleine, sur des parcelles agricoles, c'est quand même très très compliqué. Hein. Les développeurs solaires photovoltaïques, aujourd'hui, ils ont 2 solutions pour valoriser l'électricité produite par ces centrales. C'est soit ils passent par des appels d'offres de l'État, et auquel cas, sur parcelle agricole, c'est impossible. Soit ils vendent l'électricité directement sur le marché, à des gros consommateurs d'électricité, et là, c'est envisageable. Dans les 2 cas, n'importe comment, votre parcelle agricole, si vous avez une sollicitation dessus, pour qu'il y ait une centrale solaire dessus, ça passera par la commission départementale qui s'appelle la CDPENAF, là, qui donne un avis sur soit un déclassement de terre, soit une attribution de permis. Donc ça passera par l'avis de la DTT, l'avis de la Chambre d'agriculture, tous les gens qui siègent à la CDPENAF, les syndicats agricoles, les représentants des propriétaires. Et donc, dans chaque département, enfin pas tout à fait, mais quasiment, ils ont rédigé des doctrines pour l'implantation des champs solaires. C'est une sorte de règle du jeu qui est variable selon le département. Donc il y a des départements comme le Loiret, par exemple, c'est en fonction du potentiel de sol. Des départements sur le Cher où c'est non exploité depuis au moins 10 ans. Il y a des départements où ils ont tranché, pas sur parcelle agricole. Voilà. Et il y a des départements où c'est pas sur parcelle agricole, sauf dérogation. Sauf dérogation, voilà. Comme dans l'Indre. Et puis dans l'Eure-et-Loire, bon, pour l'instant, c'est en cours de réflexion. Alors, le coût de location, il est variable selon la façon dont sont implantés les panneaux. Quand on est sur des fermes solaires, panneaux horizontaux, où là, l'objectif, c'est la pleine production, on est sur des loyers qui sont, chez nous, de l'ordre de 2000, allez, on va dire un maxi, 3000 € par hectare et par an. Donc, quelque part, quand je vous dis qu'un projet minimum, c'est 3-5 hectares, mais que plus souvent, c'est 10, voire 15 hectares, c'est pas anodin quand même, hein, pour celui qui loue la parcelle. Hein. Et donc, vous comprenez après derrière tous les enjeux qu'il peut y avoir derrière ça, en termes de mise à disposition de foncier, en termes de transmission. Enfin voilà, c'est pour ça que la profession agricole se penche sérieusement sur le projet, enfin sur ces questions-là. Ce qui pourrait peut-être faire... Pardon, oui. L'idée, pas de couvrir les parcelles agricoles de panneaux solaires. Par contre, ce qui peut faire bouger peut-être un petit peu les choses, c'est que aujourd'hui, on a des panneaux qui sont implantés verticalement, où on fait aussi des centrales avec des panneaux horizontaux, mais en écartant les allées, en les aménageant, en fait, pour maintenir une activité sur la parcelle. On appelle ça l'agrovoltaïsme, d'accord ? L'agrivoltaïsme, ouais, agrovoltaïsme. Enfin, il y a plusieurs termes là-dessus. Et donc, là, les rémunérations sont moins importantes parce que forcément, si on écarte les allées ou qu'on met des panneaux verticaux et on cultive entre les allées, il y a moins de production d'électricité, donc les opérateurs rémunèrent moins l'agriculteur. On est plutôt sur du 1500 € de l'hectare, par exemple. D'accord ? Mais voilà, ces projets-là d'agrovoltaïsme,
eux peuvent, à un moment donné, peut-être ouvrir quelques portes. Enfin, il y a des départements qui sont en réflexion là-dessus, au niveau des CDPNAF, au niveau des chambres d'agriculture. Et si vous avez des projets innovants en associant des cultures, en associant des productions, il y a des gens qui ont fait des très beaux projets, très diversifiés, ça peut être regardé au cas par cas. Ça se voit par exemple en maraîchage ou en viticulture. Ouais. Il y a effectivement des panneaux qui peuvent être implantés un peu en hauteur, à 4 ou 5 mètres de haut, et espacés, et c'est un peu long, et ça permet quand même le passage des matériels. Et il y a ces fameux panneaux verticaux où on a des allées de panneaux tous les 8 à 15 mètres là, qui peut permettre d'envisager des cultures entre les allées de panneaux à l'image de l'agroforesterie. Donc voilà, ça ce sont des projets qui seront étudiés au cas par cas. Alors non, parce qu'une parcelle qui est déclassée, alors soit la parcelle elle est restée en ZA, si le projet est resté en ZA, elle reste en ZA. La particularité d'une installation solaire photovoltaïque, c'est que c'est complètement réversible. Vous enlevez les panneaux, vous retirez les câbles qui sont enterrés à 80 cm, ce qui n'est pas faisable. Il n'y a pas de béton, c'est pas comme une éolienne, quoi. Hein. Donc vous pouvez avoir un retour à la parcelle qui est comme avant. D'ailleurs, dans les contrats qu'on vous fait signer, que les développeurs vous font signer, il y a un constat d'huissier qui est fait sur l'état de la parcelle au départ. Ils s'engagent à remettre la parcelle dans le même état à la fin du contrat. Donc, à la fin du contrat, soit ils remettent en état, ils refont ce qu'ils appellent un repowering, c'est-à-dire ils changent les panneaux et ils repartent pour un nouveau cycle, soit ils vont remettre la parcelle à disposition. Une parcelle qui a été déclassée en ZN, elle reste cultivable. Hein. En ZN et en ZA, vous pouvez faire de la culture. La seule différence entre la ZN et la ZA, c'est que sur une ZN, vous ne pouvez pas construire de bâtiments, alors que sur une ZA, vous pouvez construire. Par contre, au jour d'aujourd'hui, dans l'état actuel de la réglementation, panneau égale perte des primes PAC. Alors c'est pareil, ça dans l'agrivoltaïsme, ça risque d'être des choses qui vont être rediscutées au niveau national, parce que si on maintient une activité agricole, il n'y a pas franchement de raison qu'on perde les primes PAC. Quoi. Voilà. OK ? Je viens de voir un agriculteur tout à l'heure, c'est le cas de figure. Il a des parcelles qui sont enclavées, il dit bah, moi je ferais mieux de mettre des panneaux solaires. Mais attention, hein, là vous allez vous heurter à plein de problèmes. Hein, et les premières personnes qui se sont plaintes parce que vous passiez avec le pulvé dans cette parcelle-là, ils vont se plaindre parce que le lendemain vous avez mis des panneaux solaires dedans. Hein. Donc ce ne sont pas des projets faciles. Ce ne sont pas des projets faciles. Hein. Je passe la parole à M. Vianney. Oui. Alors, on avait demandé à M. Vianney, la société PV Cycle, enfin la société où il va présenter la structure, d'intervenir parce que on parlait de la fin de vie de la centrale, on en parlait dans le cadre de la centrale au sol, mais la fin de vie de ces panneaux, qu'est-ce qu'on en fait des panneaux une fois qu'ils sont morts? C'est souvent quelque chose où il y a plein de mauvaises informations là-dessus. Plein de gens disent, les gens qui sont contre le photovoltaïque disent que c'est des choses c'est comme l'amiante. Voilà, c'est souvent le refrain qu'on a, ça va être comme l'amiante. Bah non, c'est pas comme l'amiante, quoi. Hein. Rebonjour. Je vais justement essayer, en présentant notre activité, notre éco-organisme, de tordre le cou à ces idées reçues. Donc je vais vous faire une petite présentation. N'hésitez pas à m'interrompre au fil de l'eau ou en fin de présentation. Vous faites comme vous préférez. L'idée, c'est que ce soit un peu interactif. Donc, je vais vous parler de la société pour laquelle je travaille qui s'appelle PV Cycle. PV Cycle, c'est une société un peu particulière, c'est-à-dire que je vais aller rapidement, c'est un éco-organisme. Donc c'est une société privée qui est agréée par les pouvoirs publics. C'est-à-dire que pour faire notre activité, il faut obtenir l'agrément, le blanc-seing des pouvoirs publics. Notre activité, elle permet d'assurer justement en fin de vie de projet, le plus tard possible, on l'espère toujours, de vous donner une solution pour assurer la collecte et surtout le recyclage des produits, parce que je vais vous le démontrer, évidemment, ils se recyclent. Donc on est agréé par les pouvoirs publics, d'une part, on est sans but lucratif. Alors on ne fait pas de mécénat du tout, hein, on a un certain nombre de dépenses, et la manière et le mécanisme au travers duquel nous nous rémunérons est simple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous achetez, on va prendre un produit vraiment classique, quand vous achetez aujourd'hui une télévision, un réfrigérateur, vous avez vu, vous payez une petite éco-participation. En fait, en achetant un nouveau téléviseur et en réglant l'éco-participation, d'une certaine manière, vous contribuez au coût de recyclage de ce produit lorsqu'il arrivera en fin de vie.
Ça part du principe de la responsabilité élargie du producteur qui s'applique exactement de la même manière dans le solaire. Donc les fabricants, importateurs, metteurs sur le marché français de panneaux solaires rejoignent notre organisme, nous précisent tous les trimestres combien ils mettent sur le marché. On a un barème par technologie de panneau, par tranche de poids. On leur facture l'éco-participation qu'ils refacturent jusqu'au client final que vous pouvez être. Donc j'attire l'attention là-dessus parce que c'est important lorsque vous ferez le choix de vous orienter sur l'installation d'une centrale ou quel que soit votre projet, soyez bien vigilant à ce que les panneaux que vous achetez portent bien l'éco-participation. C'est la garantie, et je vais y venir, que quand ils arriveront en fin de vie, on pourra intervenir chez vous, les recycler et sans frais additionnels. Donc oui, on a une gouvernance assurée par le metteur en marché, c'est-à-dire que les membres de notre conseil d'administration ne sont ni plus ni moins des fabricants, assembleurs ou importateurs de panneaux solaires. Financé par l'éco-participation, je viens de vous le préciser. Et on va directement rentrer dans le cœur du sujet, donc la partie opérationnelle. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? Aujourd'hui, à titre de particulier, vous pourriez avoir chez vous une installation qui comporte moins de 40 panneaux. Le moment est venu de les changer ou tout simplement d'arrêter. Et néanmoins, vous avez un peu moins de 40 panneaux sur les bras. Donc, ce que vous faites, c'est que vous allez sur le site pvsic.fr et vous avez une carte qui vous permettra, en mettant votre adresse postale, de géolocaliser le point d'apport volontaire partenaire de PVSic le plus proche de chez vous. Un petit coup de fil, vous prenez rendez-vous, vous leur déposez le matériel sans frais et eux, ensuite, se chargeront de nous les transmettre. On assurera simplement des collectes quand les flux seront plus massifiés. Il est toujours mieux de se déplacer, de faire déplacer des camions lorsqu'il y a des quantités importantes à faire recycler, ne serait-ce que pour minimiser l'impact carbone. En revanche, et là ça vous concerne, pour les plus gros volumes, donc les plus gros volumes c'est lorsqu'on a plus de 40 panneaux, la demande se fait sur notre site internet, peu importe la marque du panneau, peu importe la date de mise sur le marché, la seule restriction c'est qu'on n'assure pas la collecte des panneaux solaires thermiques, mais uniquement des panneaux solaires photovoltaïques, ceux qui permettent de produire de l'électricité. Donc, vous faites la demande sur notre site internet. On va vous demander des choses toutes simples. La technologie de panneau, le nombre de palettes. Et on va vous demander de remplir un certain nombre de conditions que je vais préciser. Et on interviendra dans les 3 semaines ouvrées chez vous, sur votre site, pour assurer la reprise sans frais des panneaux usagés. Donc voilà, je voulais en parler un petit peu des conditions générales d'enlèvement. On a eu différents cas. On travaille beaucoup. On a déjà travaillé avec les agriculteurs. On a eu plus de bonnes expériences que de mauvaises. Bonne expérience, j'entends que quand on vient sur place, on a des palettes qui sont très bien faites, parce que ça a été proprement démonté, ils ont bien été palettisés, les palettes sont souvent bien filmées, voire cerclées, et les agriculteurs ont cette particularité, à l'instar de certains distributeurs, qu'ils ont tout le matériel pour assurer un chargement aux petits oignons dans le camion. On a déjà eu des cas un peu moins simples, où les palettes étaient stockées sur une parcelle, donc très difficile pour nous, peu accessible, et pour le camion qui assurait l'enlèvement. Donc voilà, il y a quelques règles qui relèvent plus du bon sens qu'autre chose, qu'il faut respecter pour que l'enlèvement se passe dans les meilleures conditions, donc des palettes bien montées, accessibles pour le camion. Alors là, je voulais vous montrer un petit peu l'évolution. La réglementation et la filière est jeune, hein, on est agréé depuis le 1er janvier 2015, et déjà, on peut constater une croissance à la hausse des taux de retour de panneaux solaires. Lorsqu'en 2015, on avait collecté 366 tonnes de panneaux solaires, à fin 2019, on avoisinait les 5000 tonnes. Et ce n'est que le début, puisqu'évidemment, aujourd'hui, on est sur un marché particulier, c'est-à-dire qu'on change plus facilement de téléphone portable que de panneaux solaires. Et voilà, la durée de vie n'est absolument pas la même. Donc on s'attend, nous, dans nos projections, on part évidemment sur une durée de vie moyenne, non pas de... on ne prend pas la garantie, on ne prend pas la durée de vie, on parle plutôt chez nous de durée d'usage. Parce qu'un panneau solaire peut être amené à être recyclé pour différentes raisons, et pas parce qu'il est totalement HS. Il peut aussi avoir un rendement qui est trop faible, qui incite celui qui le détient à en changer. Et puis on ne peut jamais prévoir aussi des intempéries, même si les cas sont relativement peu fréquents. Donc voilà un petit peu ce à quoi on peut s'attendre, hein, quelques projections. Et ce qu'on voit, c'est que d'ici à 2032, on avoisinera les 60 000 tonnes de panneaux solaires collectés par an. La durée d'usage, c'est un savant calcul entre la garantie du produit, parce que la seule durée de vie du produit ne suffit pas.
Ah, nous, on dirait du coup, on tablerait plutôt sur une quinzaine d'années. Oui, mais ça, c'est pas la durée de vie, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est-à-dire qu'un panneau solaire peut avoir une durée de vie, et la durée de vie, c'est le temps qu'on veut bien lui accorder pour fonctionner et pour le laisser en fonctionnement. Donc la plupart du temps, enfin, ça dépend aussi de son usage, mais souvent les particuliers ont tendance à utiliser les panneaux solaires, même bien au-delà des 30, voire 40 ans. Ça existe. Ils sont peut-être moins attachés que pourrait être une personne qui a investi d'un point de vue vraiment plus pécuniaire. C'est moins dérangeant si tout d'un coup le rendement il est plus à 100% et qu'il est à 80%, ça les dérange moins. Mais il y en a certains pour qui la tentation est plus grande que de basculer sur une nouvelle technologie qui permette à un nombre de panneaux égal de produire davantage. C'est pour ça qu'on parle de durée d'usage. Ce que je veux vous signifier, c'est qu'on ne collecte pas forcément des panneaux qui sont totalement HS. Certains ont un rendement tellement faible qu'évidemment, ça n'a plus de sens de continuer à les utiliser. D'autres ont vécu malheureusement un incendie, un dégât, une grêle violente, des vents violents, parce qu'on collecte en métropole, mais on collecte également à l'outre-mer. Hein. Donc, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer qu'une centrale soit déposée. Oui. Bah, c'est pas une science exacte, mais ce qu'on préfère. Oui et non. C'est-à-dire qu'on préfère minimiser le risque, c'est-à-dire que dans nos calculs, il y a plein de paramètres qui entrent en compte. L'idée, c'est qu'on soit toujours en mesure, en facturant les coparticipations des panneaux qui sont fraîchement mis sur le marché, d'être en capacité financière à collecter, à financer la collecte et le recyclage de tous ceux qu'on récupère. Donc on prend plus de précautions à partir sur 15 ou 20 ans qu'en partant sur 30, 40, 50 ans. C'est pour être prêt, c'est plutôt par précaution en fait. Mais je ne suis pas du tout en train de dire que les panneaux vont durer moins longtemps qu'on vous a dit qu'ils allaient durer, certainement pas. Certainement pas. 35-40 ans, oui. Oui. Voilà, parce que... Oui. On est d'accord, c'est ce que je voulais dire, sans doute maladroitement. Parce que vous, si l'assurance, évidemment, que vous avez vous permet de changer de panneau, c'est bien l'utilité d'une assurance, et tant mieux. Nous, derrière, les panneaux, en tout cas, on va récupérer ces panneaux plus tôt que prévu. Alors qu'ils étaient promis peut-être à une durée de vie de 50 ans, sauf qu'il y a eu les intempéries au bout de 2 ans, pas de chance. Et du coup, on les récupère quand même, on doit quand même financer leur recyclage. Donc c'est ça, plutôt ça que je voulais dire. Donc autant minimiser la durée de vie, on n'aura que des bonnes surprises. Alors il y a un petit peu de casse à la monte, effectivement, et on récupère bah, je vais y venir, mais on récupère différentes technologies, on récupère du flexible aussi, du CDTE, et en grande majorité du cristallin, mono ou polycristallin, peu importe. Ah oui, casse au montage, incendie, intempéries, repowering, et puis au bout d'un moment, la vieillesse, quoi. Comme ça nous arrivera à nous aussi un jour. Ils sont vieux, ils sont fatigués, ils sont plus, le rendement n'est plus ce qu'il était au tout début. Donc là, tout à fait, tout à fait. Ah oui, non, de toute façon, nos calculs et nos évaluations sont en perpétuelle évolution. On apprend au jour le jour aussi à réévaluer nos calculs. C'est pour ça notamment que notre barème, nous, d'éco-participation, on l'a fait baisser en 2019, on a baissé de 20% parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait peut-être été trop précautionneux. Donc tout ça est vivant. Là, c'était juste pour vous montrer un petit peu les collectes, comment elles se répartissent. Donc là, sur ce petit camembert, on peut clairement voir qu'on a quasiment 40% des enlèvements que nous faisons, qui sont des enlèvements sur lesquels on récupère plus de 100 tonnes. Donc ce sont quand même sur des... Alors moi, je ne parle pas du tout en kilowatts. Moi, mon unité à moi, c'est le poids, c'est la masse plutôt, mais je parle en tonnes.
Un panneau cristallin, en général, c'est entre 10 et 20 kg. Oui. Donc oui, ça fait beaucoup de panneaux. Ça fait beaucoup de panneaux. Oui. Alors là, je ne vais pas du tout jusqu'à ce niveau de détail, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un projet ou un particulier ou un agriculteur, peu importe, qui a un besoin de changer de panneau. Moi, je sais juste combien il y a de panneaux à aller chercher. Je ne connais pas tous les tenants et aboutissants, je ne sais pas vous dire. Mais je présume qu'avant de tout décider de changer, il y a eu quand même une analyse qui a été faite, un diagnostic qui a été posé pour savoir si tout partie était récupérable ou s'il fallait se débarrasser de tout. Mais là, je vous parle de recherche, je ne veux surtout pas vous décourager. Je n'interviens pas juste après que votre projet ait vu le jour, hein, pas du tout. En général, vous prenez contact avec nous 20, 30 ans après. Hein, Alors, comment ça se recycle? Là, je vous ai mis un petit peu des termes techniques, mais je pense que le mieux, c'est de vous commenter une par une les photos. Donc là, on est à Rousset, à côté d'Aix-en-Provence. C'est un site industriel qui a plutôt une sympathique vue. Vous voyez en fait un certain nombre de panneaux, on est surtout là sur du cristallin, qui est en attente de passer sur le banc de recyclage. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente. Là, vous avez alors on ne voit pas forcément si on le voit. Le panneau, il est posé d'abord sur une sorte de table avec des écarteurs latéraux qui permet de décadrer, donc de récupérer tout de suite la partie du cadre en aluminium, parce que l'aluminium, il est très très facile de lui donner une seconde vie. On parle d'énergie, de matière première secondaire, pardon. Et juste en dessous de cette table, vous avez une sorte de gros cutter qui vient découper, désolidariser de la dalle, donc le boîtier de jonction. On va le voir juste après. Voilà le boîtier de jonction récupéré, et vous avez une opératrice qui coupe les câbles, parce qu'on ne va pas réinventer les poudres. Il y a des usines et les centres qui sont déjà dédiés au recyclage, à la récupération du cuivre, hein, pour être clair. Des câbles existent déjà, elle existe déjà au travers de la filière que je mentionnais tout à l'heure, en réfrigérateur, téléviseur, téléphone portable, ordinateur, tous les produits électriques et électroniques comportent des câbles, et les panneaux solaires en font partie. Donc voilà, vous voyez tout simplement une caisse palette pleine de cadres en aluminium qui vont directement être réutilisés. Et là, ce qu'on récupère après cette première étape, c'est tout simplement le laminé. Donc ce laminé, il va être mis sur un banc, et il va passer dans un premier temps dans une sorte de massicot géant. Donc vous avez une lame tranchante qui vient découper le laminé en chips de 10 cm par 10 cm. Donc on a un premier pré-traitement de petits laminés, et là vous avez une visibilité sur toute l'usine. Donc à travers d'un travail de criblage, de broyage, de trioptique et de courant de Foucault, on est en mesure de récupérer un certain nombre de fractions, donc tous les éléments, toutes les matières qui composent le panneau solaire cristallin. Là, vous voyez par exemple la sortie donc, des petits granulés de verre. On a plusieurs typologies de verre. On a du verre, on va dire, blanc et du verre opaque. Donc les utilisations d'ailleurs ne seront pas les mêmes. Hein. Le verre blanc pourra permettre de refabriquer notamment des bouteilles, alors que le verre coloré sera plutôt utilisé pour fabriquer des vases ou des éléments décoratifs, entre autres. Là, vous avez tout ce qui est soudure. Donc, vous voyez, quand vous avez un panneau solaire, vous avez le cuivre étamé. Ce sont toutes les petites soudures qu'on récupère et qui servent directement à faire des bobines de soudure. Là, vous avez la poudre de silicium, qui est aujourd'hui, par exemple, utilisée en substitut du sable dans la fabrication du béton. Et pour vous parler chiffres, pas grande surprise, hein, 70% de la fraction qu'on récupère, c'est du verre en poids. On a 12% d'aluminium, 1% de cuivre, 3% de silicium, des plastiques en mélange à 9% et 5% de rebut.
Ça veut dire qu'on arrive à un taux de recyclage de 95%. Moins les 5% que nous perdons, ce sont ni plus ni moins les poussières qui se dégagent dans le passage de la machine, qu'on récupère dans des filtres que Veolia, pour ne pas le citer, notre partenaire, analyse pour ensuite faire recycler. C'est un savant mélange de toutes les poudres des différents éléments qui composent le panneau. Et sur ces 95%, on a 85% de recyclage matière. C'est-à-dire qu'on va générer de la matière première secondaire qui va pouvoir être utilisée pour fabriquer plein d'autres objets. Donc rien n'est perdu. Et les 10% restants, ce sont les plastiques en mélange qu'on n'est pas capable de réutiliser en termes de matière première. Donc, pour ne pas les perdre totalement, ils sont incinérés. On s'en sert comme matière combustible. Et ça permet de dégager soit des calories, soit de l'électricité à nouveau. Donc on parle d'un taux de recyclage global de 95%. Donc on est bien loin de l'idée reçue qui consiste à dire les panneaux c'est pas bien, ça se recycle pas. J'en profite aussi pour dire qu'il n'y a pas de terres rares dans les panneaux. L'ADEME a même fini par publier une note ou une circulaire qui le précise, et ça fait du bien à la filière parce qu'on entend plein de choses. Ce n'est pas non plus radioactif. Parce qu'on a fait un micro-trottoir et on a entendu pas mal de choses différentes à ce sujet. J'avais apporté dans mon sac, je peux les faire circuler si vous voulez, j'aurais dû les sortir avant, mais des exemples, parce que c'est toujours bien de montrer des images, mais c'est bien aussi de le voir. Avant qu'on clôture donc cette conférence, peut-être, il y avait un chiffre qui m'avait intéressé, un panneau de photovoltaïque recyclé à 95%, ça vous avez retenu. Une machine à laver, j'avais trouvé ça marrant à titre de comparaison. Oui, non. Ouais, on se pose moins de questions sur les machines à laver que sur les panneaux photovoltaïques. Voilà.